Merci Zora, Grégory, merci Dominique pour cette invitation. Donc je vais parler, et là on va être dans quelque chose de beaucoup plus pratique, clinique. Doron Rimar ayant fait effectivement une présentation superbe sur toutes les données qui nous permettent de discuter un petit peu aujourd'hui de la vaccination, notamment autour du Covid. Il y a des choses qui reviendront. Et donc cette présentation que je vais faire aujourd'hui, elle est au nom du groupe MATEC SFGMTC, groupe qui s'est réuni aux derniers ateliers d'harmonisation des pratiques à Lille au mois de septembre, qui était dirigé par Dominique Farge, Arnaud Campidelli de Nancy. Et puis donc vous voyez une équipe constituée d'hématologues, mais également d'internistes pour discuter de ce contexte très particulier des maladies auto-immunes, de l'autogreffe et puis de la question de la vaccination et finalement de la protection de ces patients autour de l'autogreffe. Alors l'autogreffe de moelle, on est ici sur une première partie de la journée qui est la session sclérodermie, mais l'autogreffe, comme vous le savez, s'adresse à d'autres pathologies auto-immunes. Ça, c'est les données du registre d'il y a un peu plus d'un an, registre européen, et vous voyez que la première indication d'autogreffe en Europe reste la sclérose en plaques. Les maladies auto-immunes, c'est les connectivites avec la sclérodermie au premier rang, mais on a un certain nombre de patients qui auront été greffés dans d'autres situations. Et ce qu'on sait, c'est que ces maladies auto-immunes portent leur particularité de déficit immunitaire qui peut être très dépendant de la pathologie, mais également dépendant des traitements antérieurs. Les patients lourdement pré-traités, je pense aux scléroses en plaques, mais également à la sclérodermie, au lupus dans certaines conditions, vont avoir un déficit immunitaire avant même d'arriver à la greffe. Et donc chez ces patients, la reconstitution immune va être surveillée de près, avec une reconstitution qui peut être beaucoup plus longue que dans les maladies hématologiques malignes, par exemple. Et cette reconstitution, on l'a vu plus tôt avec les précédentes présentations, à la fois de Doron et également d'Jörg Hennes, le conditionnement utilisé qui sera basé toujours sur du cyclophosphamide, mais qui aujourd'hui va s'enrichir avec la fludarabine et le rituximab, va bien sûr être un facteur également de modification de cette reconstitution immune, qu'elle soit T ou B, et donc un facteur finalement de réponse à la vaccination probablement chez ces patients. Alors, l'état de la question et le constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y avait pas de recommandation spécifique à l'autogreffe des maladies auto-immunes en termes de vaccination. Par contre, on dispose de données et de recommandations pour les patients atteints de maladies auto-immunes qui sont traités par immunosuppresseurs. On a des données de tolérance, quelques données d'efficacité. Et finalement, c'est ce que Doron vous a montré avec beaucoup de talent à l'instant, c'est que cette pandémie Covid nous a permis aussi d'avoir un laboratoire d'abord en Israël, puis de par le monde. On l'a vu avec d'autres équipes qui y sont intéressées pour étudier finalement la réponse vaccinale. Alors certes, à base de vaccins ARN messager qui change un petit peu la donne par rapport aux vaccinations usuelles, mais qui nous permet d'étudier sur des grands effectifs de patients, y compris dans le domaine des maladies auto-immunes, avec des belles cohortes, la possibilité d'immuniser ces patients avec efficacité et tolérance. C'est ce qu'on va revoir rapidement. Alors, les recommandations françaises qui sont édictées par le Haut Conseil de la Santé publique ou la DGS, on les retrouve. Globalement, ce qui est dit pour tout patient sous immunosuppresseur hors greffe, c'est qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont totalement contre-indiqués. Il s'agit des vaccins vivants ou vivants atténués qui ne vont pas pouvoir être mis en place, bien entendu, dès lors qu'on envisage une corticothérapie, des immunosuppresseurs ou une biothérapie. Les vaccins recommandés sont, au-delà de la grippe saisonnière et du Covid, on le reverra, la vaccination contre le pneumocoque, qui a pris depuis plusieurs années un schéma un peu particulier qu'on appelle schéma boost, où il consiste à injecter un vaccin conjugué 13 valences, puis au moins 2 mois plus tard, un vaccin non conjugué, qui est donc beaucoup moins immunogène, mais qui élargit avec 23 valences la réponse sur les sérotypes. Donc l'idée, c'est vraiment que ces sujets immunodéprimés vont bénéficier de ce vaccin conjugué qui est plus immunogène. Puis bien sûr, on doit réaliser les vaccinations classiques de la population générale et se poser la question, dans des cas particuliers, de la vaccination contre le méningo ou le papillomavirus. Donc ça, c'est les données que vous a présentées Doron. Je ne vais pas revenir complètement dessus, elles sont présentées un petit peu différemment, mais vous voyez qu'effectivement, l'immunogénicité de la vaccination Covid avec les vaccins ARN messagers, il s'agit de Pfizer Comirnaty ici, elle va dépendre du traitement de fond. Et donc, les corticoïdes en eux-mêmes, mais pas autant que le Cellcept et surtout le rituximab, vont être responsables d'une moins bonne réponse vaccinale en termes de production d'anticorps, alors que les anti-TNF, l'anti-interleukine 6, le tocilizumab va avoir moins d'impact. Et le rituximab est un vrai problème, on le sait, pour le Covid chez nos patients, mais aussi en termes de réponse vaccinale. Et en effet, comme cela a été montré, il vaut mieux vacciner les patients avant rituximab ou à distance de la perfusion, car quand on est très proche d'une perfusion, il n'y a aucune réponse en termes d'immunité humorale. Pour la tolérance, il vous a été montré la grande étude de Leular, mais on avait des données de tolérance également dans cette étude israélienne avec un certain nombre de situations qui étaient surtout des rhumatismes inflammatoires, mais aussi du lupus. Et vous voyez qu'une minorité de patients va présenter une poussée de leur maladie auto-immune
après vaccination contre le Covid. On est autour de 10 à 15%. Grande étude nord-américaine également à New York ici, avec une belle cohorte de patients qui montre de la même manière qu'on est à 10-15% maximum de malades qui vont avoir des poussées de leur maladie auto-immune. Ceci dit, ces poussées étaient typiques, hein, c'est bien ce qu'ils avaient regardé. Elles pouvaient durer quand même quelques semaines, elles étaient modérées dans la plupart du temps. Il y a donc des réactions, ce n'est pas impossible, mais comme le soulignait notre collègue israélien, que dire des poussées des maladies auto-immunes qui peuvent être parfois très sévères, et on peut discuter même des exacerbations de pneumopathie interstitielle dans la sclérodermie après une infection Covid. Donc bien entendu, la balance bénéfice-risque reste probablement très favorable à la vaccination dans ce contexte. Pour ce qui est de l'autogreffe, peut-être une étude ici, qui est une étude française et à laquelle Zora a participé, donc qui pourra vous en reparler si besoin après la présentation. Vous voyez ici qu'on est un petit peu moins optimiste finalement sur les maladies hématologiques malignes que ce qu'a pu vous montrer tout à l'heure Doron. On a quand même presque un patient sur deux qui ne vont pas avoir une réponse satisfaisante en termes d'immunité vaccinale après le Covid. On était ici tout venant avec des patients qui avaient été autogreffés, mais également allogreffés, un patient avec CAR T-cells, des patients avec des anti-CD20. Et globalement, ce qui ressort de cette étude, outre la reconstitution immune, effectivement, le taux de B, mais également de CD4, on avait vraiment à nouveau ce signal rituximab comme facteur obérant la réponse vaccinale. Donc ça reste un point très important. Et la seule étude finalement qui répond à la question qu'on se pose aujourd'hui, quid de la vaccination dans l'autogreffe pour une maladie auto-immune comme la sclérodermie, la seule réponse dans la littérature, c'est effectivement Doron Rimar et son équipe qui nous la présente avec une séroconversion satisfaisante chez 6 des 7 patients, mais on retient que celui qui n'a pas répondu avait une greffe très récente, mais à pondérer avec l'absence de rituximab dans le conditionnement chez ces malades et donc les pratiques évoluant. Et effectivement, le schéma de Burt étant aujourd'hui d'actualité, on risque d'avoir plus de difficultés à obtenir une réponse vaccinale satisfaisante chez nos patients. Alors, grosso modo, ce qu'on a conclu de ces quelques données qui ne cessent d'évoluer, mais c'est qu'il faut tenir compte d'un déficit immunitaire qui est profond chez ces malades, du fait de la spécificité des maladies auto-immunes, des traitements antérieurs et de la reconstitution particulière. Et donc, la proposition, c'est d'appliquer finalement les recommandations qui sont faites en allogreffe avec des objectifs auxquels on essaie de répondre sur le moment du vaccin et le type de vaccin et un prérequis qui est le calendrier vaccinal usuel dans la population générale. Premier élément, l'anticipation. Avant la greffe, il faut le plus tôt possible, dès qu'un sujet est retenu comme candidat à la greffe, mettre à jour le calendrier vaccinal. Et il y a un certain nombre de vaccinations qui sont recommandées, et nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut les effectuer, si possible, bien en amont, c'est-à-dire à plus de 3 mois avant la procédure, notamment par principe de précaution avec les questions relatives au vaccin contre le Covid. Et donc, dans les vaccins recommandés, il y a bien sûr le pneumocoque avec le schéma BOOST que je vous ai précédemment montré, la grippe si on est en période épidémique, et le Covid, et on verra les modalités de la primo-vaccination ou des rappels Covid dans ce contexte. Mais on peut discuter aussi chez ces patients des vaccinations méningococciques, avec le méningo B, mais également ACYW135, de la vaccination contre l'hépatite A, et au cas par cas, chez les sujets à risque et jeunes, la vaccination contre le papillomavirus. Sont d'emblée contre-indiqués, bien entendu, on l'a vu, les vaccins vivants atténués chez ces malades. Donc l'idée, c'est, avant même qu'on soit en train d'évaluer l'éligibilité à la greffe par le bilan pré-greffe, et donc bien en amont de la RCP-MATEC, quand un patient est sujet à être intensifié, il faut mettre à jour ces vaccinations selon ces modalités-là. Que se passe-t-il après la greffe et quelles sont nos recommandations ? Premier élément, on attendra au moins 3 mois en post-greffe pour initier les vaccinations, et ça, c'est relativement classique. Mais ce délai de 3 mois sera pondéré, comme l'a montré tout à l'heure Doron, finalement, à la reconstitution immune. Et on discutera effectivement de l'immunomonitoring des B et des CD4. Toujours est-il qu'entre 3 et 6 mois, il faut commencer à vacciner avec une vaccination contre le pneumocoque, mais qui sera basée uniquement sur ce vaccin 13 valences conjuguées. Et je vous ai mis ici dans les tableaux, tout au long de la présentation, les spécialités disponibles en France. La vaccination antipneumococcique se fera avec un schéma assez intensif, 3 injections espacées d'1 mois entre le 3e et le 6e mois. La grippe, si on est en saison, pourra être effectuée avec 2 injections au lieu d'1. Et la vaccination Covid, la revaccination Covid chez ces patients consistera en 3 injections espacées de 3 à 4 semaines d'intervalle pour la primo-vaccination à partir du 3e mois. Donc, vous voyez des vaccinations qui sont quand même assez spécifiques dans cette situation. Passé le 6e mois et entre le 6e et le 12e mois, on va pouvoir compléter les vaccinations. La grippe reste d'actualité si on est en période épidémique, mais on va surtout pouvoir compléter avec la revaccination contre diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et hémophilus influenzae B, et également contre l'hépatite B chez les patients dont le titre des anticorps anti-HBS, immunité protectrice, sera insuffisant, donc ils n'auront pas gardé une réponse post-greffe.
Ces vaccinations pourront être effectuées avec un schéma assez simplifié par la mise à disposition de spécialités uniques, Inforix Quinta ou Hexa si on inclut l'hépatite B, sous la forme de 3 injections espacées d'1 mois à partir du 6e mois. La vaccination Covid consistera en un rappel en fonction, on le reverra, des titres d'anticorps anti-S. Entre le 6e et le 12e mois, un certain nombre de vaccins peuvent être réalisés de manière optionnelle. Et nous proposons de discuter au cas par cas, mais assez largement, finalement, de la vaccination contre les méningocoques, ACYW135 ou B, avec les spécialités qui sont indiquées ici et des schémas qui sont différents. Pour le méningo B, il s'agit de 3 injections espacées d'1 mois. Pour le ACYW135, 2 injections à 6 mois d'intervalle qui seront réalisées entre le 6e et le 12e mois. Après le 12e mois, on a un début de reconstitution immune qui normalement est satisfaisante et donc on va pouvoir arriver vers un certain nombre de rappels et qui vont dépendre finalement précisément de cette reconstitution immune. Si elle est satisfaisante, on peut faire le premier rappel pneumocoque avec le vaccin non conjugué à 23 valences pour élargir les sérotypes et la protection contre tous les sérotypes. Si par contre l'immunodépression est insuffisante ou que le patient a dû maintenir ou reprendre une corticothérapie systémique ou un immunosuppresseur, notre proposition est de rester sur une injection Prevnar 13 et de compléter un peu plus tard avec le pneumo 23. On verra qu'on peut aussi s'aider des sérologies vaccinales pour voir quelle est la réponse dans ce contexte. Et puis, il s'agit ici de faire un rappel contre DTP coqueluche, hémophilus et hépatite B polio, qui interviendra 6 mois après la primo-vaccination. Et donc, on arrivera ici, à 12 mois après la primo-vaccination, on arrivera donc au 18e mois le plus souvent si la primo-vaccination a lieu à 6 mois en post-greffe. De manière optionnelle, on peut, entre le 12e et le 24e mois, effectuer, et on doit, si on a fait la primo-vaccination méningo B, faire le rappel, qui interviendra à 1 an du premier schéma à 3 doses. Et puis, on pourra discuter au cas par cas de la vaccination contre l'hépatite A, qui se fait avec 2 injections espacées de 6 à 12 mois, ou contre le papillomavirus avec Gardasil, donc 9 valences chez les sujets jeunes à risque, avec une injection, rappel 2 mois plus tard et 6 mois plus tard. Je l'ai modélisé ici en rose en haut. Après le 24e mois, a priori, il y a une reconstitution immune totale et on va pouvoir discuter, mais il s'agit du cas par cas, de vaccins vivants atténués. La vraie question, ce sera rougeole, orion, rubéole et on se basera éventuellement sur la sérologie pour discuter de cette vaccination qui pourra donc être faite s'il n'y a pas d'immunodépression sévère à partir du 24e mois. Pour VZV et fièvre jaune, il s'agira d'indications exceptionnelles discutées avec un comité d'experts et avec des grandes prudences en termes de risque sur ces vaccins. Et bien sûr, on rentre après dans les rappels vaccinaux de la population générale et éventuellement des sujets immunodéprimés si malheureusement on a dû reprendre un immunosuppresseur pour rechute de la maladie. Resteront contre-indiqués, même après 2 ans de la greffe et à vie, tous les vaccins vivants, et donc il s'agit du BCG et du rotavirus qui ne pourront jamais être effectués chez ces malades, quoi qu'il arrive. J'ai parlé un petit peu des sérologies vaccinales et selon le groupe de travail, il y a 2 positions. D'abord, elles peuvent nous intéresser pour définir le statut sérologique post-greffe. Et donc, entre le 3e et le 6e mois, on peut aller rechercher effectivement le titre d'anticorps anti-HBs pour voir si on a perdu une immunité contre l'hépatite B, mais également regarder un petit peu plus tard l'immunité résiduelle contre rougeole, orion, rubéole ou la fièvre jaune. Elles ont un autre intérêt, ce serait à long terme de discuter et de personnaliser les dates des rappels vaccinaux. On le verra pour le Covid, mais c'est vrai également pour le pneumocoque, pour le tétanos, l'hémophilus et éventuellement la rougeole. On pourra discuter de la temporalité des rappels pour ces vaccins en fonction de la sérologie et de l'immunité résiduelle humorale détectée. Brièvement, le cas particulier du Covid-19, car effectivement, les recommandations, il s'agit d'un terrain mouvant, ne cessent de se modifier. Mais aujourd'hui, ce qu'on admet, c'est qu'un patient qui a été greffé il y a moins de 2 ans ou qui est sous immunosuppresseur incluant la corticothérapie aura un schéma vaccinal complet quand il aura reçu 3 doses, espacées de 3-4 semaines, de vaccin ARN messager. Ça, c'est la primo-vaccination Covid chez nos malades greffés. À partir de là, on va discuter du rappel et en fait, les recommandations du comité d'orientation de la stratégie vaccinale et qui ont été reprises au conseil scientifique en décembre de la SFGMTC sont de se baser sur la sérologie. Et ces recommandations ont simplifié un peu les choses puisqu'on va considérer qu'on est répondeur quand on a plus de 264 BAU par millilitre d'IgG anti-S. Et donc là, on a une réponse qui est protectrice et on discutera simplement du rappel qui doit être fait 3 mois après la primo-vaccination.
Lorsque la réponse est inférieure à 264 BAU par millilitre, que ce soit un taux faible ou un taux nul, on a une immunité qui n'est pas protectrice et il faudra à ce moment-là se poser la question de la prophylaxie pré-exposition avec des anticorps monoclonaux dont vous savez qu'aujourd'hui, avec l'émergence du variant Omicron, on ne dispose plus que d'Evusheld, cette combinaison de monoclonaux, pour protéger en prophylaxie primaire nos malades non immunisés du Covid-19. Mais l'idée, c'est quand même de se baser sur les sérologies et de les répéter dans le temps, tous les 3 mois, pour guider les rappels et savoir si notre patient est répondeur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut ne pas répondre trop proche de la greffe, mais finalement avoir une immunité qui se reconstitue et qui permet une immunisation à distance. En conclusion, le premier point, c'est d'anticiper et de préparer au maximum les patients à la greffe avec leurs spécificités liées à la maladie auto-immune et au traitement antérieur, de revacciner progressivement en tenant compte systématiquement de la reconstitution immune. Donc, ces dates que je vous ai données sont à moduler finalement au cas par cas, mais en tout cas, ne jamais commencer avant le 3e mois, d'ajuster les choses selon ces sérologies vaccinales. Contre le Covid-19, les choses changent, mais on a plusieurs armes de prévention aujourd'hui, au-delà de la vaccination. Et puis, on n'insistera jamais assez sur l'intérêt de la vaccination de l'entourage et des proches des patients autogreffés. Vaccination qui doit être là aussi mise à jour finalement en amont de la procédure de greffe avec les principes de ce qu'on appelle le cocooning et qui insistera sur la protection contre la coqueluche, la grippe et bien sûr la Covid-19. Je vous remercie de votre attention puis je remercie tout le groupe donc, pour ce travail qui permettra d'établir des recommandations spécifiques à nos malades.